l'Arabie Saoudite qui intègre les BRICS. Qui l'eût cru? Depuis quasiment 1933, donc le pacte du Quincy, entre le roi Ibn Saoud, donc le créateur, fondateur de l'Arabie Saoudite, et le président Roosevelt, où les Saoudiens acceptaient d'être un partenaire privilégié des États-Unis. Ils allaient donc leur fournir du pétrole à prix préférentiel. Et en contrepartie, les États-Unis s'engageaient à protéger l'Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des conflits au Moyen-Orient ou que les États-Unis aient eu besoin du soutien des Saoudiens, c'était en général automatique. C'était l'allié privilégié de l'Arabie Saoudite. Que Xi Jinping et Vladimir Poutine sont en train d'acheter des quantités hallucinantes d'or. On les suspecte de vouloir créer leur propre monnaie, pas forcément une monnaie qui va devenir une monnaie de référence et qui va être utilisée comme le dollar partout dans le monde. Non, les Chinois ont parfaitement compris que le monde allait être multipolaire. Il ne sert à rien de vouloir remplacer une hégémonie par une autre. Il suffit juste de bien cibler les secteurs et les zones où on veut avoir de l'influence. C'est beaucoup plus efficient de procéder comme cela que de vouloir tout prendre. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler de géopolitique. Ça faisait un moment que je n'avais plus traité de sujet de géopolitique. J'ai posé la question sur Twitter, j'ai fait un petit sondage pour savoir quel était le sujet qui pourrait les intéresser en géopolitique. Et donc c'est tombé sur l'élargissement des BRICS, cette alliance de 5 pays jusque maintenant qui ont décidé donc de pouvoir contrebalancer aux institutions établies qui sont sous l'influence des États-Unis. Et donc, ces pays émergents ont décidé de s'unir pour faire en sorte d'être un certain poids démographique et un poids économique important. C'est donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Vous pouvez également venir me suivre sur les réseaux sociaux, SW Decrypt, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Je poste pas mal de contenu la semaine de décryptage. Bon, en ce moment, j'ai pas forcément le temps pour vous raconter ma vie privée. Je suis en plein déménagement, donc c'est peut-être même la dernière fois que vous voyez ce décor. Je vais donc arrêter de faire ma pub. On va attaquer le sujet dès à présent. C'est parti. Les BRICS s'agrandissent et accueillent 6 nouveaux membres. Les 5 grandes puissances que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont actuellement réunis à Johannesburg pour le 15e sommet du groupe. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. Déjà, qu'est-ce que les BRICS? Les BRICS, c'est l'acronyme des pays qui participent à ce sommet. B, le Brésil, R, la Russie, I, l'Inde, C, la Chine et S, South Africa, donc Afrique du Sud. Ils ont donc été réunis à Johannesburg du 22 au 24 août pour leur 15e sommet. Ils ont décidé d'accepter la candidature de 6 nouveaux pays et ce sera effectif donc dès janvier 2024. À savoir qu'en général, dans des cas similaires à cela, c'est sur plusieurs années. Par exemple, si vous souhaitez intégrer l'Union européenne, ça vous prendra entre 10 et 15 ans. Là, les BRICS ont fait le choix d'un élargissement rapide. Par exemple, en Europe, quand vous devenez un pays européen, enfin dans l'Union européenne, vous devez harmoniser quasiment tout l'appareil. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent. Les normes européennes s'appliquent également à vous. Donc il y a un travail de fond à faire. Là, ce n'est pas forcément le cas avec les BRICS,
vu que principalement, ils se réunissent pour pouvoir être une espèce de contrepoids à l'ordre établi, comme je vous le disais en introduction. Donc, jusque maintenant, c'est les États-Unis et l'Europe de l'Ouest qui trustaient quasiment toutes les institutions internationales, qui sont en fait des émanations pour la plupart de l'hégémonie américaine. Par exemple, le FMI, la Banque mondiale, c'est en partie sous l'autorité des États-Unis, c'est les plus gros contributeurs de ce type d'institutions. Lorsque les États-Unis mettent leur veto ou ne veulent pas que ces institutions traitent avec les pays du tiers-monde, ça ne se fait pas. C'est ce besoin d'avoir une espèce d'alternative qui fait que, à la fin des années 2010, ces grands pays décident donc de s'unir, vu qu'ils ont un point commun, être des États émergents, des économies émergentes, qui sont pour chacun d'entre eux des dragons. Quand vous prenez par exemple le cas de la Chine, qui a eu une croissance soutenue sur les 20 dernières années, qui a rattrapé son retard sur les États-Unis à vitesse grand V. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale, mais d'ici 10 ans, normalement, ils dépasseront les États-Unis. La Russie, avec ses 180 millions d'habitants, est le pays le plus grand du monde, sans compter toutes ses richesses naturelles, les hydrocarbures. Pareil pour l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Ils ont même dépassé la Chine. Après le coronavirus et le mélodrame qu'on a connu avec les règles du Parti communiste chinois qui ont été les plus ahurissantes possibles les unes que les autres pendant le Covid, fait que les investisseurs, de plus en plus, préfèrent aller délocaliser leur usine en Inde plutôt que de rester en Chine. Par exemple, on subodore en ce moment que Apple veut délocaliser donc ses lignes de fabrication de la Chine à l'Inde, où même si le Premier ministre Modi devient de plus en plus autoritaire, il y a tout de même là-bas ce sentiment de ne pas avoir cette chape de plomb qu'est le Parti communiste au-dessous de la tête. Vous voyez par exemple ce qui est arrivé au patron d'Alibaba, qui a dû s'exiler. Je crois qu'il est en Corée du Sud aujourd'hui. Il a laissé quasiment tous ses avoirs. Donc là, le fruit de son travail a été récupéré par le Parti communiste chinois parce que ils ont ce besoin de tout contrôler. Et aujourd'hui, ça inquiète certains investisseurs qui préfèrent mettre le haut là et aller donc traiter en Inde. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus développés d'Afrique. Ils ont eu, au moment de l'apartheid, cette intelligence de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est par exemple l'erreur que le Zimbabwe a fait. Quand Robert Mugabe gagne la guerre de libération en 1980-82, enfin l'un ou l'autre, et qu'il décide de faire une espèce de réforme agraire où il dépossède les exploitations agricoles qui étaient pour la plupart détenues par des blancs, donc par des colons, et il fait en sorte de les donner à des noirs. Et ça, c'était déjà vu, par exemple, dans le Zaïre de Mobutu ou dans l'Ouganda d'Idi Amin Dada. Quand vous faites ce genre de nationalisation et que vous donnez des entreprises ou des terres à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, qui ne savent pas travailler la terre et qui ne savent pas fabriquer les produits de cette terre, en général, le résultat n'est pas probant. Et c'est exactement le cas inverse que l'Afrique du Sud n'a pas voulu faire. Donc ils ont pu profiter de toutes les infrastructures et de tous les avantages qui avaient été faits à l'époque de l'apartheid. Et donc, de ce fait, ils ne partaient pas totalement de zéro. De faire en sorte que l'élite noire puisse, que le plus de parts de marché possible soit détenue donc, par des Noirs plutôt que par des Africains noirs. Avec l'Égypte, par exemple, là qui va être un des pays qui va intégrer les BRICS, ils vont être des espèces de dragons continentaux. Il va y avoir d'autres pays, mais c'est ces deux-là pour le moment qui me viennent à l'esprit. L'Afrique du Sud, devant le Nigeria, et grâce à son économie, son industrie, ses écoles, même si de plus en plus en ce moment il y a une espèce de vent de xénophobie qui monte en Afrique du Sud, dans les décennies à venir, il faudra compter avec eux. Ils ont déjà pris énormément d'avance. Et les BRICS ont compris qu'ils ont là un coup à faire. Mine de rien, quand vous additionnez donc la démographie de chacun de ces pays, la Chine c'est 1,2 milliard, l'Inde c'est 1,5 milliard, la Russie c'est 180 millions d'habitants, Afrique du Sud c'est 70-80 millions d'habitants.
Et donc tous ces pays réunis, ça fait quasiment 46% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. Donc c'est énorme. Il n'y a même pas à cogiter le poids qu'ils ont. Et quand vous rajoutez en plus que dans ce groupe de pays, il y a les économies les plus dynamiques au monde, la Chine et l'Inde, et vous rajoutez la Russie pour clôturer le podium, c'est pas négligeable. Donc, ils ont décidé, là il y a quelques semaines, de faire en sorte que 6 nouveaux pays les rejoignent. Et donc ces 6 pays, on va déjà commencer par les pays africains. Il va y avoir donc l'Égypte, 80 millions d'habitants. Premier pays musulman le plus peuplé. Il est situé à mi-chemin entre le Moyen-Orient et l'Europe. Quand vous voyez par exemple que le canal de Suez, c'est le canal le plus emprunté par les bateaux, par les tankers, et ça rapporte plusieurs milliards d'euros à l'Égypte. Ils sont en train de construire des infrastructures, des nouvelles villes entières. Grâce aux investissements des Émirats en Égypte, il n'y a pas de raison que ce pays ne soit pas l'un des plus grands pays au monde dans les années à venir. Même si pour le moment ils ont des problèmes de leadership, parce que le maréchal Al-Sisi est un autocrate qui vient reproduire en pire ce que Hosni Moubarak a eu comme gouvernance. Dès que vous êtes opposé au pouvoir et que vous le faites savoir, en général, votre sort est scellé. L'Égypte n'a connu que des présidents qui arrivent au pouvoir dans des circonstances un peu particulières. Avant le maréchal Al-Sisi, il y avait le seul président élu en Égypte, Mohamed Morsi. Et juste avant, c'était donc Hosni Moubarak qui est tombé après que l'armée l'ait lâché, après donc le printemps arabe. Et donc ce pays, donc l'Égypte, va pouvoir arriver à la table donc, des BRICS, pouvoir faire en sorte de demander des investissements des autres membres de ce sommet, afin de pouvoir eux aussi se tirer vers le haut, en même temps que les autres pays que j'ai cités. Et en plus de l'Égypte, en Afrique, il va y avoir également l'Éthiopie. L'Éthiopie, depuis une quinzaine d'années, est devenue les sous-traitants principaux des Chinois. Le niveau de vie est tellement en hausse en Chine que la compétitivité qui permettait de délocaliser des usines ou de plutôt acheter en Chine, elle s'amenuise d'année en année. Et donc la parade qu'ils ont trouvée, ils font produire une partie, par exemple, de tout ce qui est textile ou manufacture au Vietnam, mais également en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie est à la corne de l'Afrique, comme l'Égypte, le Moyen-Orient n'est pas loin. Ils peuvent rattraper le canal de Suez dont je vous parlais tout à l'heure. Et eux aussi, démographiquement, c'est plus qu'intéressant. La Chine a pas mal investi en Éthiopie. Et tout ceci a permis de développer le pays à vitesse grand V. Ils ont connu une guerre civile il y a quelques mois entre des rebelles et le gouvernement central. Ça a pas mal inquiété parce que qui dit investissement dit besoin de stabilité. Et vu que ce n'était pas forcément le cas, cette période de tension, les rebelles sont arrivés quasiment aux portes d'Addis Abeba. Et intégrer les BRICS leur permet de gagner justement en stabilité, d'avoir des garanties. Si jamais il y a une déstabilisation, comptez bien sur le fait que la Chine ou la Russie vont essayer de pouvoir solutionner le problème, parce qu'ils n'ont absolument rien à gagner à de l'instabilité. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la Chine a grandement investi en Éthiopie. Donc ce n'est pas pour que tout parte par perte et profit. De tous les atouts que je vous ai cités, l'Éthiopie faisait partie des candidats les mieux placés pour pouvoir, là, pendant ce tour de table, intégrer les BRICS. Au Moyen-Orient, il va y avoir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. On va déjà commencer par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui intègre les BRICS. Qui l'eût cru? Depuis quasiment 1933, donc le pacte du Quincy, entre le roi Ibn Saoud, donc le créateur, fondateur de l'Arabie Saoudite, et le président Roosevelt, où les Saoudiens acceptaient d'être un partenaire privilégié des États-Unis,
Ils allaient donc leur fournir du pétrole à prix préférentiel. Et en contrepartie, les États-Unis s'engageaient à protéger l'Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des conflits au Moyen-Orient ou que les États-Unis aient eu besoin du soutien des Saoudiens, c'était en général automatique. C'était l'allié privilégié de l'Arabie Saoudite. Sauf que, il y a eu, en fin 2019-2018, la date exacte m'échappe, on suspecte Mohamed Ben Salman, le prince héritier, d'avoir fait assassiner un journaliste dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, Jamal Khashoggi. Depuis cet événement, les Américains ont traité les Saoudiens comme des va-nu-pieds. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat de Jamal Khashoggi, les Américains, du fait de leur quasi-autosuffisance grâce au pétrole et au gaz de schiste, ils ont pris leur distance avec les Saoudiens. Et cet événement a marqué le prince Mohamed Ben Salman. Et il s'est dit qu'à partir de maintenant, il fallait avoir plusieurs plans de secours. Les États-Unis restent leur allié principal. Ils s'autorisent dorénavant de ne défendre que leurs intérêts. Si par exemple leurs intérêts ne sont pas sauvegardés dans le partenariat avec les Américains, ils n'hésitent pas, alors que par le passé c'était limite des bénis oui-oui. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. Les Saoudiens commercent avec les Chinois. Lorsqu'ils leur vendent du pétrole, ils acceptent même de le vendre en yuan, alors que jusque-là, c'était le dollar, la monnaie de référence pour tous les échanges, encore plus en hydrocarbures. Ils n'hésitent pas à commercer avec la Russie, et quelquefois même au détriment des États-Unis. Par exemple, en ce moment, le prix du baril de pétrole est quasiment à 90-100 dollars. Parce qu'il y a un partenariat entre la Russie et l'Arabie Saoudite, pour qui ce niveau du cours du baril de pétrole leur permet de pouvoir financer les réformes pour l'Arabie Saoudite et donc la guerre pour la Russie, la guerre en Ukraine. De ce fait, les Américains qui, eux, quand on voit en plus que ça devient de plus en plus compliqué de faire des plans abordables aux États-Unis, et que même s'ils ont du pétrole et du gaz de schiste, ça fracture quand même pas mal les sols, il y a des dégâts écologiques très importants. À choisir entre aller chercher du pétrole et du gaz assez difficilement et en avoir de bonne qualité et à prix préférentiel avec l'Arabie Saoudite, ils préféreraient ça. Ils ont demandé à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production de barils de pétrole. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Mohamed Ben Salman, aujourd'hui, intègre les BRICS. Ce qui était improbable il n'y a pas si longtemps que ça. Autre événement improbable, l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite dans la région, c'était l'Iran. L'Iran, autre puissance régionale, 80 millions d'habitants, pour le moment ils sont entravés par toutes les sanctions américaines qui ont été remises en place par Trump. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont connu des périodes de tension l'année dernière. Ces sanctions fait que à l'intérieur du pays, la population gronde. Le peu de ressources que l'État iranien a, c'est pour financer les services de sécurité, les Basiji, mais également leur programme nucléaire. Et ils ont fait ce choix, pour la simple et bonne raison qu'il y a deux autocrates qui avaient ce projet d'avoir la bombe nucléaire et qui, chemin faisant, ont fini par abandonner le projet pour être bien vu par les Occidentaux et revenir dans le concert des nations, Saddam Hussein, et Muammar Kadhafi. Et les Iraniens, comme les Coréens du Nord, sont prêts à avoir cette sécurité ultime envers et contre tout. Et si même pour ça la population doit crever la faim, le choix est vite fait. Quand vous voyez la rage avec laquelle jusque un an plus tard, ils matent encore les femmes qui ne mettent pas leur voile. Je vous mets d'ailleurs un extrait. À présent, s'il n'y a plus de grandes manifestations contre le régime, vous le savez, chaque jour
Des femmes résistent en refusant de porter leur voile. Les autorités veulent mettre un terme au phénomène pour l'imposer dans l'espace public. Depuis quelques jours, ainsi, des caméras de surveillance dites intelligentes traquent ces femmes non voilées et les commerces aussi qui les laissent entrer. 150 auraient ainsi fermé en 24 heures. Et l'Arabie Saoudite a donc fait le choix, Mohamed Ben Salman, vu que c'est quasiment lui, même si le prince héritier, c'est quasiment lui qui dirige le pays, vu que son père est à ses yeux, ils ont donc décidé de pouvoir se réconcilier avec l'Iran. Et tout ceci n'est pas anodin. Ils font ça parce que Mohamed Ben Salman a compris qu'entretenir cette inimitié avec l'Iran, ça allait être un peu un caillou dans sa chaussure. Il a besoin que toute la région soit pacifiée. Il a besoin de faire en sorte que l'Arabie Saoudite, au même titre que le Qatar ou Dubaï, soit de place to be. C'est pour ça, par exemple, qu'ils ont dépensé des milliards pour faire venir toutes les stars possibles et imaginables du football. C'est pour ça qu'ils font en sorte que les gens aillent visiter l'Arabie Saoudite. Parce que Mohamed Ben Salman a parfaitement compris que si les choses restaient en l'état, sa famille aurait beaucoup de difficultés pour pouvoir diriger l'Arabie Saoudite. Ils sont 80 millions d'habitants, on a habitué les Saoudiens à financer pas mal leur train de vie. L'eau était gratuite, l'électricité gratuite, quasiment pas de TVA, les pleins d'essence étaient quasiment gratuits. Et il a très bien compris que si ça restait en l'état, il n'aurait pas les moyens de pouvoir s'occuper de toute cette population. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait en sorte de libéraliser, de faire en sorte qu'il y ait des concerts, que les gens puissent s'exprimer un peu plus, se divertir un peu plus. Et tout ceci n'est pas anodin. C'est pour faire en sorte que l'Arabie Saoudite soit la prochaine destination à la mode qui permettra non seulement d'accueillir des touristes, mais de pouvoir donc faire entrer des devises en veux-tu en voilà. Avec l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats Arabes Unis. Le fait que ces deux pays intègrent les BRICS fait que les BRICS vont devenir une puissance pétrolière, parce que donc vous rajoutez la Russie, qui est l'un des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz au monde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Même si les Émirats Arabes Unis c'est un peu plus anecdotique, c'est principalement pour le volume d'investissement que représentent les Émirats Arabes Unis, le fait de les intégrer dans les BRICS fait limite passer ce regroupement de 5 pays d'un stade à un autre. Déjà avec la Chine, l'Inde et la Russie, c'était déjà quelque chose. Vous rajoutez l'Arabie Saoudite, vous rajoutez les Émirats Arabes Unis, vous rajoutez l'Égypte et l'Éthiopie, ça va être une bombe. C'est votre gars SW au montage. J'interviens rapidement parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de l'Iran qui intégrera eux aussi les BRICS. Ils ont longtemps attendu que les Américains acceptent de les réintégrer dans le concert des nations afin de pouvoir se développer économiquement. Et vu que de toute façon ils sont en train de se construire en opposition aux États-Unis, ils ont sauté donc dans le train en marche qui est en train de rouler là pour la construction d'une nouvelle alliance. Et ils feront donc partie des pays qui intégreront eux aussi les BRICS et donnant un peu plus de poids à cette nouvelle alliance qui est en train de voir le jour sous nos yeux. En Amérique latine, ce sera donc l'Argentine. L'Argentine a eu des difficultés économiques sur la décennie qui vient de s'écouler, où ils ont connu pas mal d'inflation. Et là, ils sont en train de ressortir un peu la tête de l'eau. Et vu que l'Argentine et le Brésil font partie des deux pays les plus importants d'Amérique latine, ils espèrent pouvoir donc attirer, au même titre que l'Éthiopie ou l'Égypte, les investissements de ces autres pays avec qui ils lient leur avenir, et donc de pouvoir être une alternative solide au monde ancien, donc États-Unis et Europe de l'Ouest. C'est ça leur projet. Être une alternative crédible au camp d'en face. Quand vous savez en plus que Xi Jinping et Vladimir Poutine sont en train d'acheter des quantités hallucinantes d'or, on les suspecte de vouloir créer leur propre monnaie, pas forcément une monnaie qui va devenir une monnaie de référence et qui va être utilisée comme le dollar partout dans le monde. Non. Les Chinois ont parfaitement compris que
le monde allait être multipolaire. Il ne sert à rien de vouloir remplacer une hégémonie par une autre. Il suffit juste de bien cibler les secteurs et les zones où on veut avoir de l'influence. C'est beaucoup plus efficient de procéder comme cela que de vouloir tout prendre. Tu vas faire en sorte qu'il y ait des pesanteurs, des gens qui ne veulent pas, par exemple, être sous votre coupe. Ils vous diront, on n'est pas parti de chez les Américains pour vivre la même chose, par exemple, sous le joug des Chinois ou des Russes. Et si cette monnaie voit le jour, déjà que l'Arabie Saoudite, qui accepte de vendre du pétrole à la Chine en yuan, la Russie, pareil, en yuan ou en rouble, les Indiens veulent également que le roupie indien soit utilisé lorsqu'ils commercent entre eux. Et tout ceci est fait à dessein. C'est fait pour casser l'omniprésence du dollar comme monnaie de référence dans tous les échanges commerciaux. Cet élargissement des BRICS est relativement intelligent, voire même très intelligent. Et c'est Xi Jinping qui a voulu cet élargissement. Ça, c'est la diplomatie chinoise qui est à l'œuvre pour pouvoir mettre d'autant plus la pression sur les États-Unis, bien leur faire comprendre qu'ils sont sur leur côte, qu'ils vont être eux aussi des gens avec qui il va falloir compter. Parce que les pays que je vous ai cités, c'est ceux qui, une fois qu'ils ont candidaté, ceux qui ont été retenus. Mais à côté de ça, il y a plusieurs pays qui ont fait la demande et qui n'ont pas pour le moment eu gain de cause. L'Algérie, par exemple. Autre puissance pétrolière et gazière. Depuis la guerre en Ukraine, 7% du gaz qu'on utilise en Europe vient d'Algérie. On a dû surseoir à sa candidature. L'Algérie a pas mal de problèmes structurels. Intégrer un pays comme l'Algérie aurait été une complication pour eux. Et donc ce qu'on est en train de vivre est un changement de paradigme non négligeable. Parce qu'on va tout droit vers une espèce de division du monde par différents pôles. Et vu qu'en plus ils sont jaloux de leur culture, qu'ils veulent être une alternative à cette obligation à la démocratie, une obligation à être policé, à être lisse, eux, ils acceptent qu'ils ne sont peut-être pas comme les autres. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils n'ont aucune difficulté à être autant non-gay friendly, c'est ce qu'on va dire, à minima. Qu'en Russie, par exemple, on est prêt à mettre en place des lois qui soient les plus homophobes possibles. En Chine, on part du principe que on n'est pas juste là pour faire du divertissement ou pour se détendre, c'est la rigueur, c'est l'abnégation au travail. Et ils veulent donc que ce type de société qu'ils sont en train de promouvoir chez eux soit demain les prochains modèles. De ce qu'on est en train de voir là, c'est un processus qui devrait prendre plusieurs années. Et attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup plus d'institutions qui soient créées donc, par les BRICS pour pouvoir réellement être une alternative crédible à toutes les institutions qui ont été mises en place par les États-Unis. L'autre fait majeur que j'ai oublié de préciser, c'est quand il y a eu la guerre en Ukraine, tous les autres pays des BRICS n'ont pas voulu condamner la Russie. Pas forcément par solidarité avec la Russie, non. Parce que ces pays ont comme mantra qu'il faut arrêter les ingérences dans les affaires internes d'un pays. Et au-delà de l'ingérence, c'est surtout parce que Xi Jinping se dit qu'il ne veut pas, lorsqu'il attaquera par exemple Taïwan, lorsqu'il trouvera une solution pour phagocyter Taïwan, que personne n'ait à venir redire quoi que ce soit. Et donc ce qui se passe en Ukraine est un peu un TP, un travaux pratique, où ils sont en train de regarder les difficultés que les Russes ont, la réaction des Occidentaux. Et par exemple, la monnaie dont je vous parlais tout à l'heure, ils veulent la créer, ils avaient déjà le projet de la créer, mais ils veulent d'autant plus la créer maintenant que lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine,
Les Occidentaux ont menacé la Russie de la sortir donc du système informatisé financier qui permet de gérer les transactions, SWIFT. Et donc, en conséquence, les pays des BRICS se sont dit, les gars, il faut qu'on réfléchisse quand même à un plan B. Parce que demain, je ne veux pas être entravé en quoi que ce soit si je viens à prendre une décision courageuse pour mon pays. Et donc, il va falloir nous-mêmes qu'on prenne les devants et qu'on crée un instrument qui nous permettra d'être totalement maîtres chez nous. Et lorsqu'il y a eu le G20 qui s'est tenu en fin de semaine dernière, les Occidentaux sont venus avec dans leurs valises le souhait que les autres pays membres de ce G20 condamnent expressément la Russie. Et l'Inde, en tête, a très bien fait comprendre aux États-Unis que ce point n'était pas à l'ordre du jour. Donc, la condamnation que vous attendez, vous ne l'aurez pas. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un changement de paradigme important. Les États-Unis dictaient leurs lois à tout le monde. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les BRICS. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous attends sur mes réseaux sociaux SW Decrypt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est hyper bon pour l'algorithme. Je ne vous en serai jamais assez gré de pouvoir donc liker, commenter, partager les vidéos. Ça permettra le plus possible à la communauté de grandir. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une très bonne soirée, en fonction de quand vous voyez cet épisode. C'était votre gars SW. Peace out.